dans 100%. Alors au sommaire, après la critique de Forza Horizon 2 hier, vous aurez celle de Drive Club aujourd'hui, suivi de Notchan, j'aurai d'ailleurs un petit défi à vous lancer, et on finira avec Retron Magic sur les Schtroumpfs. Mais pour commencer, on regarde les news. Le roi est mort, vive le roi! Le truc, c'est qu'il va falloir accompagner l'Auguste Dépouille jusqu'à sa dernière demeure, et cela ne va pas être tâche aisée. Dans Chariot, vous aiderez une courageuse princesse ou son loyal fiancé, à travers 25 niveaux et 5 environnements, à mener le corbillard royal à bon port. Avec en prime le défunt roi qui commente, mais qui n'a pas l'air outré plus que ça des mauvais traitements que vous pourriez infliger à son enveloppe corporelle. Du moment que vous lui trouvez une sépulture qui corresponde à son envergure royale. Doté d'un moteur physique très poussé, sur lequel s'appuie le gameplay avec les réactions du chariot à contrôler, et d'un humour très comics décalé, le jeu semble à la fois efficace, fun et coloré. Le titre est déjà disponible sur Xbox One depuis quelques jours, bientôt sur PS4 et d'ici la fin de l'année sur PC et Wii U. Le développeur Vine définit son jeu Cavern Kings comme un jeu de plateforme à mort permanente, plein d'armes pétaradantes, de bonus, de mechas à détruire, le tout généré à la volée. Ouf, rien que ça, et encore, ça perd à la traduction. Cavern Kings s'inspire de deux mécaniques existantes, l'action frénétique du jeu Super Crate Box du studio Vlambeer et la difficulté qui croît en fonction de la durée de la partie de Risk of Rain. Cavern Kings n'est ainsi pas avare en explosions gratuites, sûrement quelque chose que Michael Bay ne renierait pas. Le but du joueur est simple, creuser de plus en plus profond pour obtenir de plus en plus de bonus et en tombant bien sûr nez à nez avec des monstres de plus en plus redoutables. D'abord, le joueur aura une pelle, puis un flingue, puis un laser, etc. alors que le chaos est grandissant autour de lui jusqu'à arriver à des boss qui rempliront la moitié de l'écran. Le titre est en accès anticipé sur Steam depuis le 30 septembre et le jeu, sous sa forme bêta, est accessible sur le site itch.io. Hier, Thierry vous a proposé la critique de... Quoi? Ah, le micro. C'est bon? Ok. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que il y a 2 jours, j'ai tourné 401% et mon micro n'était pas allumé, donc 401% pour rien. Donc là, dimanche après-midi, je reviens retourner mes 401%, mais ce sera encore mieux fait. Allez, c'est reparti. Donc, je disais, hier, Thierry vous a proposé la critique de Forza Horizon 2 sur Xbox One. Aujourd'hui, c'est Wu Nguyen qui a préparé la critique de Drive Club sur PS4, développée par Evolution Studio à l'origine de la série arcade des MotorStorm. Et comme Forza, la dimension sociale est apparemment très développée dans ce titre. Je vous laisse voir ça dans la critique. Drive Club est un titre important pour Sony, sans doute même leur plus gros titre en cette fin d'année. Il a été développé par Evolution Studio, reconnu pour la très bonne série MotorStorm et les vieux WRC sortis sur PS2. Un studio donc plutôt à l'aise quand il s'agit de faire un jeu de caisse, que ce dernier soit typé arcade ou simulation. Ça tombe bien, Drive Club aligne des courses à l'ancienne, à contre-courant de la vague open world, demandant de connaître les circuits et de piloter avec précision, le moindre crash ou virage mordu entraînant automatiquement une pénalité, tout en proposant des contrôles finalement très accessibles et limite arcade. Une expérience hybride, volontairement classique dans son approche, qui mise avant tout, outre ses qualités visuelles, sur la dimension sociale du jeu et ses fameux clubs à fonder ou à rejoindre. Préalablement annoncé pour le lancement de la PS4 fin 2013, Drive Club a vu sa date de sortie décalée au mois d'octobre 2014. Si vous avez bonne mémoire, vous vous rappelez peut-être d'une annonce faite en 2013 lors d'une conférence E3 où Sony promettait un accès gratuit à une version limitée du jeu pour tous les abonnés PlayStation Plus. Ces derniers étant toujours down 80% du temps la veille de la diffusion de cette critique, aux US comme en Europe, cette version gratuite de Drive Club a été repoussée histoire de ne pas tirer une balle dans la nuque de serveurs déjà à genoux. Les développeurs se sont excusés à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux pour tenter de juguler la vague de mécontentement qui suivit cette annonce et l'impossibilité récurrente de jouer en ligne pour tous ceux qui ont acheté la version complète du jeu. Voilà pour le contexte. Passons maintenant au jeu à proprement parler, qui tout comme Forza Horizon 2 sur Xbox One, tourne en 1080p et en 30 images par seconde, la fluidité de l'animation restant tout à fait satisfaisante. En lançant Drive Club, 3 modes s'offrent à nous. Solo, épreuve simple et multijoueur. En solo, le joueur se retrouve avec une pléthore d'épreuves, toutes visibles en se déplaçant vers la droite, un peu à la manière du menu PS4. Ces épreuves, présentées sous la forme de blocs, sont ponctuées par un bloc plus gros, correspondant à un championnat point de passage, qu'il faudra parvenir à finir dans le top 3 afin d'accéder aux courses suivantes. L'accès à ces dernières est également limité par un système d'étoiles, un certain nombre étant nécessaire avant de pouvoir débloquer les épreuves qui mèneront au championnat suivant, le joueur gagnant au passage un nouveau grade.
Les étoiles, elles, correspondent à des objectifs propres à chaque course, comme terminer dans les 2 ou 3 premiers, réaliser un virage parfait ou encore battre un temps donné. Il n'est ainsi pas nécessaire de gagner toutes les courses pour avancer dans le mode solo, il suffit d'empocher le nombre d'étoiles suffisant et de ne pas se louper sur le championnat. Au fil du jeu, on débloquera de nouvelles voitures tout en gagnant des points d'expérience en tant que pilote, mais aussi dans l'écurie pour laquelle on court. Les épreuves elles-mêmes peuvent être scindées en 3 catégories, vitesse pure, drift et course. Les contrôles des véhicules sont très agréables, les voitures répondent bien, tiennent la route et réagissent différemment en fonction du revêtement. Si on mord sur les graviers ou sur l'herbe, ça se sent tout de suite. Drive Club a beau être accessible et simple à prendre en main, il manque clairement d'un tutoriel ou d'un système de permis qui nous aurait appris à drifter correctement par exemple. Le jeu est en effet exigeant. Chaque touchette vous fera perdre des points et en cas de choc trop violent ou de virage coupé sauvagement, on se prend direct une pénalité qui nous empêchera d'accélérer pendant quelques secondes. Du coup, les joueurs les plus exigeants, qui comptent jouer avec un volant et réaliser les meilleurs temps mondiaux, risquent de pester méchamment sur l'IA des adversaires, qui n'hésitent pas à nous rentrer dedans, quitte à nous éjecter de la route, ce qui nous fera perdre bien évidemment du temps et des points. Mais ce défaut peut aussi être une qualité puisque quelque part l'IA conduit comme nous, enfin, comme un joueur lambda quoi. La solution évidemment reste de switcher en multi si cela s'avère possible. Avant d'en parler, un mot sur le second mode de jeu, épreuve simple, qui permet d'accéder à tous les circuits en course, course contre la montre et drift. Circuit que l'on pourra paramétrer, densité de la foule, météo, heure de la journée ou encore difficulté de l'IA avant de choisir son véhicule parmi ceux débloqués. Dans ce mode, comme dans les autres, on gagnera des points d'XP. Le mode multijoueur, lui, se présente sous la forme d'une sélection d'épreuves pouvant accueillir jusqu'à 12 joueurs. Petit retour maintenant sur la partie solo connectée, avec la possibilité de fonder son club ou d'en rejoindre un, sachant qu'un club peut accueillir jusqu'à 6 joueurs. Rejoindre un club permet de gagner des points régulièrement et de débloquer de nouvelles voitures ainsi que des décorations, tous les joueurs inscrits participant à sa réputation. Un club fonctionne donc comme une espèce de mode coop asynchrone et ajoute une dimension connectée au solo. Une dimension connectée que l'on retrouve également dans les défis que l'on pourra créer ou accepter. Régulièrement, vous serez ainsi confronté à un mini-challenge en pleine course où il faudra battre le temps réalisé par un autre joueur sur une portion de route ou prendre un virage à la perfection et ainsi de suite. En tant que jeu de course, Drive Club se définit autant par ce qu'il propose en termes de contenu que par ce qu'il ne propose pas. Pas d'open world, mais des circuits dont on devra respecter le tracé, pas de rewind, mais des pénalités en cas d'erreur, pas d'argent in-game permettant d'acheter de nouvelles voitures, il faudra les débloquer en gagnant des niveaux, pas d'aide à la conduite, pas de réglage, pas de tuning autre que cosmétique, et les dégâts n'auront aucune incidence sur la tenue de route de votre véhicule. En fait, pour anticiper un virage, il faudra se fier à la minimap affichée à l'écran et surtout au drapeau présent en bord de route, vert pour un virage en douceur, jaune pour un virage serré et rouge pour un virage à 90 degrés ou plus. Drive Club propose donc une expérience rétro, quasi minimaliste, se focalisant sur la conduite pure et la variété de ses environnements. Visuellement, le titre d'Evolution Studio est magnifique et offre des panoramas bien plus variés que ceux d'un Forza Horizon 2 par exemple. On appréciera tout particulièrement la gestion de la lumière qui varie de façon dynamique en fonction de votre position sur la route, mais aussi de l'heure à laquelle vous participez à une épreuve. Les véhicules, seulement 50 contre les 200 proposés par un Forza Horizon 2, sont modélisés avec soin et un effort tout particulier a été fait sur les vues du cockpit et les animations des mains du pilote. Dommage que cette vue intérieure souffre de bugs d'affichage assez récurrents. La dimension sociale tant vantée du jeu est certes sympathique, avec ses clubs et ses défis asynchrones, mais n'a finalement absolument rien de révolutionnaire. Drive Club n'est pas un jeu de course novateur et semble hésiter entre l'arcade et la simulation, au risque de décevoir les joueurs appréciant l'un ou l'autre. Mais il n'en reste pas moins un solide jeu de course, pour qui possède une PS4, offrant d'excellentes sensations de vitesse et un vrai plaisir de conduite. C'est sans doute là l'essentiel, même si l'on attendait plus d'une exclusivité Sony. On va maintenant passer à Notchan et vous êtes au courant que les t-shirts de Notchan sont des pièces uniques que tous les abonnés peuvent proposer sur le site de la chaîne. Et il y a longtemps, j'ai tenté de dessiner un t-shirt Biquette pour Notchan, mais je suis pas très douée en dessin de pixels et le résultat était tellement mauvais que j'avais pas osé envoyer mon œuvre. Et je vous ai parlé d'un défi dans le sommaire. Alors, je suis sûre qu'il y a des artistes parmi vous, alors est-ce que ça dirait à quelqu'un ou à plusieurs d'entre vous d'essayer de faire un t-shirt Biquette pour Notchan? Je rappelle que Biquette est mon cochon d'Inde. Alors une petite tête de Biquette, en gros comme ça, toute choupoupou. Si vous voulez un modèle, ça peut être un truc de ce genre. Salut Zotac, c'est Notchan. Je suppose que ça vous arrive tout le temps aussi. Vous venez de vous poser une question existentielle et cela vous obsède tant que vous n'obtenez pas une réponse. Comme parmi tous les portages du premier Prince of Persia, quelle version du premier niveau se termine en premier? Heureusement, certains sont là pour nous rasséréner. Un point en moins sur la conscience.
On peut donc procrastiner en paix désormais. Et découvrir ainsi Hammered, hommage au célèbre plan séquence baston dans le couloir de Oldboy, le chef-d'œuvre de Park Chan-wook. Il s'agit d'un jeu sous Unity développé par l'artiste britannique David James Abbott ou Danger Dinosaur. C'est bien dur, bien violent, et il faudra se rapprocher de la vengeance dans un style rappelant Kung Fu Master ou Splatterhouse. L'artiste a quand même la délicatesse de s'excuser auprès du réalisateur. Après, c'est bien beau de glander sur le net, hein. Mais attention, c'est du travail quand même. C'est pas le genre de la maison de perdre son temps. Non, on peut aussi avoir des activités plus créatives, comme faire des détournements. Récemment, de nombreux internautes se sont amusés à détourer des images tirées de la virée en voiture présente dans le premier trailer de Final Fantasy XV. À croire que l'éditeur Square Enix aime bien loller un coup aussi de temps en temps, triste de voir une résolution médiocre, l'éditeur a mis à disposition sur les réseaux sociaux des photos détourées en HD pour faire de jolis détournements. Car le lait, c'est bien. Quand c'est avec du bon matériel et reconnu par l'éditeur, c'est encore mieux. Oui, car on dit, mauvais ouvrier ne trouve jamais bon outil. Le tout reste quand même plus simple quand on est bien équipé. Tenez, un jour, j'ai essayé de faire un cosplay de Samus, en papier mâché. Le résultat était pas brillant. Alors que l'artiste Chelsea, lui, avec une imprimante 3D, s'en sort beaucoup mieux avec son projet d'armure Varia de la célèbre chasseuse de primes. En plus, l'artiste est sympa, il laisse ses modèles à disposition. Bon, il reste plus qu'à me dégoter une imprimante 3D. Ah, la magie de la technologie, ça laisse rêveur. Tout comme ce procédé purement optique pour faire du cloaking. Autrement dit, cette équipe de l'université de Rochester arrive à rendre un objet invisible grâce à quelques lentilles spécifiques. Le dispositif fait dévier la lumière autour de l'objet, créant ainsi un cône d'invisibilité dans une zone donnée. C'est pas encore une combinaison optique d'invisibilité à la Ghost in the Shell, mais ça reste bien cool. Ouais, ça fait rêver, hein. Tout comme ceux qui ne sont pas au Japon peuvent rêver de certains endroits. Là, tout de suite, je pense à ce café temporaire dédié à la série Akame ga Kill que met en place durant tout le mois d'octobre la boutique Akidola en plein Akihabara. Menu dédié et avis de recherche du Night Raid à collectionner. Peu de chance que je puisse aller y faire une pause, malheureusement. Je vais alors me consoler en regardant des vidéos de chatons sur le net. Du coup, je retourne à mes vidéos, à mon travail. Et je vous dis, à la prochaine les otaku. Et là, je pense à toutes les biquettes qui vont envahir le portail de création de t-shirts. J'ai hâte de voir vos œuvres. On va continuer dans les trucs mignons, quoique je sais pas si ça peut être qualifié de mignon, je trouve. En y réfléchissant bien, ça rentre pas dans ma catégorie choupoupou. Bref, on va voir dans Retro & Magic les différents jeux consacrés à ces petits êtres bleus. Nés en 1958, les Schtroumpfs font partie, avec Astérix ou Tintin, des héros les plus connus de la bande dessinée franco-belge. Les personnages de Peyo, aussi drôles que malicieux, traversent les années, pendant que leurs nombreux produits dérivés, comme les séries animées, les jouets, les chansons et les jeux vidéo, nourrissent la pop culture. Si leur première apparition vidéoludique remonte à l'année 1982 sur Atari 2600 et ColecoVision, ce Retro & Magic va avant tout se focaliser sur les jeux sortis dans les années 90 et édités par Infogrames. Comme vous pourrez le constater, les petits lutins bleus ont bien des secrets à révéler. En 1993, le jeu Astérix s'écoule à plus d'1 million d'exemplaires à travers l'Europe. La collaboration entre les Français d'Infogrames d'un côté et les Espagnols de Beat Managers de l'autre porte ses fruits et propulse le Gaulois en tête des ventes. Habitué aux adaptations de bande dessinée, l'éditeur lyonnais souhaite poursuivre sur sa lancée et choisit de s'attaquer à l'œuvre de Peyo. Confié à Stéphane Baudet, le développement des Schtroumpfs profite d'un budget plus important que celui d'Astérix. Le format de cartouche utilisé embarque plus de mémoire et offre de nouvelles perspectives. Pour l'occasion, la collaboration franco-espagnole est reconduite. Tandis que l'équipe lyonnaise s'occupe des versions 16 bits, le studio Beat Managers en Espagne, au sud de Barcelone, travaille sur les versions 8 bits. Le projet est ambitieux et contrairement à Astérix, les Schtroumpfs sont aussi prévus sur console Sega, comme ça, pas de jaloux. Étrangement, c'est la version Game Boy qui sert de base aux autres versions 8 bits, en raison de la popularité de la portable de Nintendo. Toutes les autres versions n'en sont que des dérivés, avec la couleur en plus. Pour mener à bien sa mission, le studio espagnol suit à la lettre les indications de Stéphane Baudet. Comme pour Astérix, le développement se passe dans la bonne humeur malgré quelques difficultés.
Même si la mémoire embarquée est plus importante, le contenu du jeu oblige les programmeurs à faire preuve de trésor d'ingéniosité pour faire rentrer tout le jeu dans la cartouche. Les Schtroumpfs sur Game Boy, NES, Game Gear et Master System est un jeu de plateforme plutôt classique mais très bien réalisé. Grâce à ses jolis graphismes et sa bande-son entraînante, il reçoit les éloges de la presse et l'adhésion des joueurs. Les Schtroumpfs est un jeu très varié qui se déroule sur une douzaine de niveaux. Forêt, marécages, rivières, champs de Salspareil, manoir de Gargamel, le programme est vaste. Cette richesse se retrouve aussi dans le gameplay, avec des séquences assez originales, comme la traversée d'une rivière sur un rondin de bois, une phase de vol à dos de cigogne ou encore une descente en luge. Quelques rares boss, dont un ultime combat contre Gargamel, sont également ajoutés à l'ensemble, tout comme des zones bonus. Sur NES, Game Gear et Master System, la couleur fait son apparition. On remarquera aussi d'autres petites différences ici ou là, comme certaines musiques supplémentaires pour les consoles Sega. Selon Stéphane Baudet, c'est d'ailleurs la cartouche Game Gear qui est la plus réussie grâce à sa palette de couleurs élargie. Quand on sait que le tout a été réalisé en à peine plus de 6 mois, on peut dire sans trop se tromper que Beat Managers était une équipe talentueuse. Du côté français, le challenge est tout aussi redoutable. La version 16 bits des Schtroumpfs se doit de surpasser Astérix sur Super Nintendo. Maintenant que l'équipe a les ressources nécessaires pour une telle production, les programmeurs revoient leurs ambitions à la hausse. Pour s'assurer du parfait équilibre entre les cartouches Super Nintendo et Mega Drive, les deux jeux sont réalisés parallèlement avec les mêmes outils de conception. Pour respecter l'univers de Peyo, les membres du staff cherchent leurs idées dans les albums mais aussi parfois dans la série animée. Licence oblige, chaque élément du jeu est validé par Thierry Culliford, le fils de Peyo. Sans être trop impliqué dans le développement, ce dernier s'assure du respect de l'œuvre de son père. Scénario, personnages, choix des couleurs, environnement, rien n'est laissé au hasard. Bien plus varié qu'Astérix, les Schtroumpfs profitent également du célèbre mode 7 de la Super Nintendo pour le stage de la descente en luge. La séquence met en scène un Schtroumpf qui dévale une pente enneigée, poursuivi par un Yeti en surf. L'effet 3D spectaculaire et l'humour de cette phase de jeu fonctionnent à merveille. Ce niveau a d'ailleurs causé pas mal de soucis à l'équipe en charge de la version Mega Drive. Et pour cause, le mode 7 est une spécificité de la Super Nintendo, si bien que les programmeurs ont dû travailler très dur pour obtenir un équivalent sur la console de Sega. Très coloré, le jeu se montre assez classique dans son déroulement, mais profite d'une réalisation de très haut niveau. Globalement, on retrouve les niveaux des versions 8 bits, avec quelques variantes. Par exemple, le joueur incarne plusieurs Schtroumpfs durant son périple. Le Schtroumpf farceur, le Schtroumpf à lunettes, le Schtroumpf gourmand, etc. Chaque personnage a bien évidemment sa propre capacité. Lâcher de bombes, éclairage de bougies, lancer de gâteaux. Dotés d'une progression agréable sur 8 bits, les Schtroumpfs se révèlent beaucoup plus difficiles sur console Nintendo et Mega Drive. Beaucoup de joueurs se sont arrachés les cheveux sur ce titre et les créateurs le reconnaissent volontiers. En fait, à l'époque, il n'y avait pas forcément de phase de test comme c'est le cas aujourd'hui. La notion d'accessibilité n'était pas aussi importante et les concepteurs de jeux n'avaient pas le même recul. Cela n'a pas empêché la cartouche de remporter un grand succès auprès des amateurs de plateforme. Comme pour Astérix, les musiques des versions 16 bits ont été conçues par Frédéric Menzen. La richesse de ses compositions est assez surprenante. Les Schtroumpfs a marqué de nombreux joueurs et chacune des versions a ses propres qualités. Infogrames a également travaillé sur une déclinaison Mega CD. Un peu paresseuse, elle se contente de proposer des musiques de qualité CD et une introduction sous forme de dessin animé. Peu de temps après, les Schtroumpfs reviennent avec un second volet signé Virtual Studio. Intitulé Les Schtroumpfs autour du monde, cette cartouche sera vite oubliée. L'équipe du premier épisode est partie vers d'autres horizons, notamment sur le développement de Verali, et la qualité du jeu en a sérieusement pâti. Même s'il reste un jeu de plateforme agréable à l'œil, le gameplay manque d'intérêt et se limite à récupérer des cristaux pour passer au niveau suivant. Clairement destiné aux enfants, il se montre malheureusement très ardu. Les Schtroumpfs autour du monde est aussi le tout dernier jeu Master System paru en Europe. Vendu en quantité extrêmement limitée en Italie et en République tchèque, le jeu a vu son prix atteindre des sommets sur les sites d'enchères. Mais un tarif élevé n'est pas forcément gage de qualité. Ce petit échec n'a pas empêché Infogrames de produire un nouvel épisode en 1999, cette fois sur PlayStation. Sobrement intitulé Les Schtroumpfs, il s'agit d'un petit jeu de plateforme en 3D destiné aux enfants. Joliment réalisé et très simple d'accès, il s'apparente presque à un logiciel éducatif. Les niveaux sont faciles et extrêmement courts. Une chouette initiation pour les tout petits. Le jeu devait être porté sur Nintendo 64, mais cette version a finalement été annulée. Pour revoir un jeu de grande qualité, il faudra attendre l'extraordinaire Cauchemar des Schtroumpfs sur Game Boy Color. Il s'agit tout simplement de l'un des meilleurs jeux de plateforme sur la portable couleur de Nintendo. Ensorcelés par Gargamel, les Schtroumpfs se retrouvent prisonniers de leur propre cauchemar et vont devoir en sortir.
Ce jeu n'est pas très original dans son déroulement, mais sa qualité force le respect. Il exploite à merveille les capacités de la Game Boy Color et est d'ailleurs incompatible avec la Game Boy classique. Les sprites très colorés sont superbement dessinés, l'animation est au top et les musiques, composées par Alberto José González, sont toujours aussi convaincantes. On trouve aussi différentes phases de gameplay, comme une course à dos de lapin ou une vague qui déferle sur le décor. Là encore, le challenge est élevé, mais la qualité du jeu encourage à persévérer. Un an plus tard, la mission des Schtroumpfs ne recevra pas le même accueil. Après une expérience ratée, le village des Schtroumpfs est en proie à un gaz nauséabond qui donne une étrange couleur aux petits êtres bleus. Pour guérir tout ce petit monde, le joueur devra traverser 16 niveaux afin de débusquer des éléments indispensables à la création d'un antidote. Un scénario rigolo pour un résultat plus mitigé, la faute à un intérêt limité et une durée de vie très mince. Finalement, Infogrames tentera l'expérience automobile avec Turbo Schtroumpf, un soft dans la veine d'un Mario Kart mais réservé à un très jeune public. Ceux qui le découvrirent à l'époque s'en souviennent avec tendresse. Malgré de jolis effets, le jeu reste faible dans sa réalisation. La 3D est rudimentaire et la modélisation s'avère assez sommaire pour ne pas dire ratée. Le joueur fait très vite le tour des 12 pistes et dans le genre on trouve beaucoup mieux sur PlayStation. Les Schtroumpfs ont refait quelques timides apparitions, notamment grâce aux récents films, mais on retiendra surtout les jeux d'Infogrames. Ces derniers ont été réalisés dans le respect de l'œuvre originale et méritent, même des années plus tard, qu'on s'y essaye. Certains jeux sont encore très agréables à parcourir. Quant à l'œuvre de Peyo, elle continuera de perdurer à travers le temps. Outre les albums, un nouveau film d'animation est prévu pour août 2015. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais sur internet on peut trouver des gens qui créent des costumes pour cochons d'Inde. Ouais, ça existe. Par exemple des armures médiévales. J'ai même vu un cochon déguisé en Doliac. Et je dois vous avouer que j'ai essayé de faire un costume pour Biquette, un costume de Vainé. Il a pas trop aimé, je crois que sa virilité en a pris un coup, pauvre bidou. Allez, je vais arrêter de raconter des choses sur sa vie privée, sinon il va être vénère. Allez, ciao! Assaisonner